Christian, encore une fois, le temps nous manque, mais ça a été super fascinant. Je voulais te raconter l'histoire d'un gars qui s'était trouvé avec un mamelon extraterrestre. Mais ça sera pour un autre. Oh non, pour vrai? Elle était bonne, celle-là. Elle écoute. Mais bon, je la garderai pour une autre fois. Oh, c'est l'une des histoires les plus ridicules là, qu'on m'a racontées. Écoute. Radio X-Files avec Christian Page et Camille. Radio X. Après s'être laissé sur ce coup de théâtre la semaine dernière, je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de choix Radio X dans les Radio X-Files. Vous comprendrez qu'on va faire exception ce soir et que nous parlerons encore une fois d'extraterrestres parce que j'ai été laissée sur ma faim et je sais que vous aussi, vous avez été plusieurs à m'en parler. Eh bien, sans plus tarder, voici l'extrait audio qui va lancer la thématique assez scabreuse de la soirée. Je me réveille au milieu de la nuit, presque toutes les nuits. Et... Y a-t-il quelque chose d'inhabituel qui vous réveille? Si, il y a une chose, une chouette, sur ma fenêtre. Une chouette? Avec des yeux énormes. Une chouette blanche qui est en train de me regarder. Vous l'aviez déjà vue? Tommy? Quand j'étais petit, elle me regarde fixement. Je l'ai vue souvent. Toutes les nuits cette semaine. 4, 3, 2. Parlez-moi de la chouette. Parlez-moi de la chouette. C'est pas une chouette normale. Je sais que c'est pas une chouette. Je sais que c'est pas une chouette. C'est en sumérien, donc la langue la plus ancienne de l'histoire de l'humanité. Elle est dans n'importe quelle exposition sur l'art sumérien. Vous y trouverez des dessins de fusées qui ressemblent à Apollo, ainsi que des hommes en combinaison spatiale. La théorie des enlèvements, est-ce que tu y crois? Non, pas les enlèvements par des extraterrestres. Je n'ai jamais vu un tel sentiment de peur de toute ma vie. Qu'y a-t-il? Il y a plus de cas de disparition à Nome que n'importe où en Alaska. Je dois sortir ces trucs de ma tête, parce que je sais que ça m'empêche de réfléchir. Envoyez des renforts, vite! Qu'est-ce que tu as vu? Tu étais là? Je ne peux pas l'expliquer. Quelqu'un ou quelque chose est entré dans ma chambre et m'a enlevé. Bon début de soirée, mon cher Christian. Bonsoir Camille. Je reprends Je pensais pas qu'on s'était quitté la semaine dernière avec un tel enthousiasme. Oh, là, tu m'as fait entendre l'extrait. Je dis mon Dieu, j'étais vraiment très enthousiaste. Oh, puis même moi aussi, hein, je regrettais là qu'on ait manqué de temps, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on en aura ce soir. Et je reprends les mots d'un autre Christian sur le texto, un auditeur qui dit que tu vas nous parler d'un mamelon d'un autre monde. Oh oui, absolument. et écoute, simplement pour expliquer aux gens, on vient d'entendre l'extrait. En fait, c'est la bande-annonce du film de 2009, Quatrième type. En fait, Quatrième type au Québec. En France, c'était le film a été commercialisé sous le titre de Phénomènes paranormaux. Okay. Et elle raconte l'histoire de gens qui se font enlever par des extraterrestres à Nome, en Alaska. Et je prends quand même une minute pour dire aux gens, là, ce film-là est une fiction. Même si au début, hein, c'est comme un faux documentaire. C'est-à-dire que au début, on voit arriver Milla Jovovich, qui est l'actrice principale du film, et là, elle dit aux gens, le film que vous allez voir est basé sur une histoire vraie, et dans ce film, je joue le rôle du docteur Abigail Taylor, et là, même dans le film, à des moments donnés, comme pour rajouter de la crédibilité, on nous montre des extraits de films d'archives de la soi-disant véritable Abigail Taylor, qui serait une psychologue qui s'intéresse aux gens qui se sont fait enlever par des extraterrestres. Mais même les films d'archives sont faux. C'est une comédienne qui s'appelle Charlotte Milchard qui joue le rôle de la fausse docteur Abigail Taylor, qu'incarne Milla Jovovich. Là. Tout est faux du début à la fin. Là. Il y a strictement rien de vrai là-dedans. Il y a strictement rien de basé sur des histoires vraies là-dedans. Même
À un moment donné, dans le film, la ville de Nome, en Alaska, elle existe bel et bien. Et à un moment donné, dans le film, on voit comme un extrait d'un journal local, le Nome Register, ou quelque chose comme ça, avec enlèvement par des extraterrestres. Le Nome Register, ou peu importe le nom du journal local, a poursuivi la compagnie pour avoir utilisé le logo du journal local. Ah, parce qu'imagine la confusion que ça peut causer. Voilà, parce que c'est pas vrai, ça n'a jamais fait l'objet d'articles. Toute cette histoire-là, elle est fausse. Mais bon, je voulais utiliser cet extrait-là parce qu'il y a quand même des éléments qui sont amusants là-dedans. Est-ce que des gens vont dans votre chambre coucher? Oui, quelqu'un est entré dans ma chambre. Tu vas comprendre que ça rejoint un peu notre histoire d'aujourd'hui. Et en même temps, ça nous place également dans le contexte de, je dirais, la nomenclature des phénomènes ovnis. C'est-à-dire que à une époque, jusqu'à la fin des années 60, le phénomène ovni se décantait par 3 grands groupes. Il y avait d'abord les lumières nocturnes et les disques diurnes, là, qui étaient des objets que l'on voyait de jour ou de nuit. Et même l'appellation de disque diurne, c'est le terme qu'on avait utilisé parce que, bon, on parlait à une époque des soucoupes volantes, mais ça n'incluait pas forcément la forme de l'objet. Mais tout objet qui était vu de jour était classé comme étant un disque diurne. Bon, ça, c'était pour les observations éloignées. Quand on parle d'observations plus rapprochées, les rencontres rapprochées, c'est une nomenclature qui a été proposée à l'époque par un scientifique qui s'appelait le Dr Joseph Allen Hynek. Il était le conseiller civil pour l'armée de l'air américaine pour la question des ovnis. On parle ici de l'époque du projet Blue Book. Blue Book qui a existé, qui a colligé l'information sur les ovnis pour le compte du gouvernement américain, le département de la Défense pour le nommer, entre 1952 et 1969. Ce projet Blue Book faisait suite à 2 autres projets qui l'avaient précédé, le projet Sign et le projet Grudge. Et en fait, ce projet Blue Book est en fait une suite ininterrompue. En fait, il n'y a pas vraiment eu d'arrêt entre le projet Sign, le projet Grudge et le projet Blue Book. J'ai des changements de nom. Là. Ils ont simplement changé de nom au cours du temps. Et la dernière version, de 1952 à 1969, ça a été le nom de projet Blue Book. Le docteur Hynek avait déjà été conseiller pour l'armée américaine dans les groupes précédents. Le projet Sign, le projet Grudge, il avait déjà été conseiller pour la question des ovnis. C'était au départ un type qui était excessivement sceptique. Avec les années, il est devenu un peu plus croyant, mais il préconisait quand même une approche rationnelle et cartésienne du phénomène ovni. Et le docteur Hynek, qui, il faut le dire, est un grand scientifique. C'est un type qui a beaucoup contribué au développement des satellites artificiels. C'était un très grand astronome qui était attaché à la Northwestern University en banlieue de Chicago. Et c'est à lui que l'on doit les 3 premières grandes nomenclatures. Donc, lorsqu'il y avait le projet Blue Book, il a défini les rencontres du premier type comme étant des observations d'ovnis qui se produisaient à courte distance. On peut estimer là, entre 50 et 100 mètres, mais suffisamment près pour que le témoin puisse distinguer des détails sur l'objet. Parce que quand tu vois une lumière nocturne ou un objet loin dans le ciel, ça a l'air d'un point lumineux, tu vois pas de détails. Mais quand tu es assez près pour dire, ben là, voilà, l'objet mesurait 15 mètres de diamètre, il y avait des petites fenêtres, il y avait des lumières, je voyais ceci, je voyais cela, donc ça devient une observation dite du premier type. Ensuite de ça, Hynek, en colligeant des rapports d'observation sur les ovnis, s'est aperçu qu'un certain nombre de ces rapports incluaient des détails liés à l'environnement. Des gens disaient, ben, mon chien s'est mis à japper à ce moment-là, ou après le départ de l'objet, il y avait une surface où le sol était plus sèche, où l'herbe avait été brûlée, bon, etc., etc. Donc, il a classé cette deuxième, il a créé une catégorie pour ça, qu'il a appelée rencontre du deuxième type, c'est-à-dire des observations avec une altération ou une conséquence sur l'environnement ou sur les témoins. Parce que quand je dis les témoins, ça se peut que, je pense par exemple à un cas au Canada, qui est probablement l'un des meilleurs cas histoire d'OVNI de tous les temps, où un individu, Stéphane Michalak, en 1967, dit, bon, un objet s'est posé près de moi, je me suis mis la tête dans l'objet. Il était tellement près qu'une porte qui s'est ouverte, puis il s'est mis la tête dans l'objet. Tu sais. Okay. Il n'a rien vu, il y avait trop de lumière, mais il s'est sorti la tête de l'objet, et au moment où il a touché l'objet s'est mis en mouvement. Et bon, pour faire une histoire courte, il a lâché comme une espèce de vapeur brûlante qui a mis le feu aux vêtements de Stéphane Michalak. Et dans les semaines qui ont suivi, bon, le jour même, il s'est présenté à l'hôpital où il avait une brûlure à l'abdomen qui représentait un peu comme un damier, et justement l'objet d'où cette vapeur chaude était sortie sur l'objet était comme une grille qui ressemblait à un damier. Et effectivement, la brûlure qu'il avait à l'abdomen avait cet aspect de damier.
ovnis. Et dans les mois et les années qui ont suivi, c'était assez amusant parce que c'était presque à la date anniversaire. Hein, cette brûlure-là, elle a guéri d'elle-même. Ben, en fait, d'elle-même, il a quand même consulté. On l'a diagnostiqué comme étant une forme d'irradiation. C'est un type de Winnipeg. Il a même dû aller de l'autre côté de la frontière aux États-Unis pour aller se faire soigner à Rochester, du côté américain. Et c'est lui-même qui payait les frais pour sa convalescence et la médecine. Il n'a pas écrit de livre, il a pas fait de fortune avec ça. Donc c'était un canular. Là, il s'est mis dans le trou avec ça parce qu'il a dû débourser de sa poche pour les traitements. Et c'est assez amusant parce que chaque année, à peu près à la date anniversaire de cette observation-là, on est en mai 1967. Hein, c'était le 20 mai de mémoire 1967, l'affaire Michalak. Presque chaque année, pendant les 5 ou 10 ans qui ont suivi, il y avait comme une réapparition des brûlures ou à tout le moins une irritation sur l'abdomen qui représentait un peu la forme de cette grille qui avait brûlé Michalak. Donc ici, on est réellement dans le cas d'une observation dite du deuxième type, donc un objet avec une conséquence soit sur l'environnement ou soit sur les témoins. Et ensuite, la rencontre du troisième type, bien évidemment, on la connaît parce que c'est le titre d'un célèbre film de Steven Spielberg. C'est la rencontre avec un ovni, mais également des occupants. Et dans certains cas, même, il n'est pas forcément nécessaire qu'il y ait l'observation d'un ovni. Il y a des gens qui disent « J'ai rencontré des créatures bizarres de type extraterrestre. J'ai pas vu d'ovni, mais j'ai vu les créatures qui, à mon avis, devaient être des extraterrestres. » Donc, ça peut devenir une rencontre du troisième type, même s'il n'y a pas forcément une observation d'ovni. Mais généralement, lorsqu'on parle d'une observation d'un ovni avec des pilotes, c'est une rencontre du troisième type. Et ça, c'est demeuré en fait en la nomenclature officielle du phénomène ovni jusqu'à la fin des années 60. Après la fin du projet Blue Book, le docteur Hynek a ouvert son propre centre de recherche sur les ovnis. Il avait été tellement passionné par le sujet qu'il a fondé en banlieue de Chicago le Center for UFO Studies, donc le centre d'études sur les ovnis. Et là, il a ajouté une quatrième catégorie, la rencontre du quatrième type, donc le titre de notre film qu'on a présenté en début. Et les rencontres du quatrième type, ce sont les phénomènes d'enlèvement extraterrestre. Ce phénomène-là, il faut le dire, n'existait pas jusque dans les années 60. Et même dans les années 60, c'est un phénomène qui a pris du temps à s'imposer. Au départ, on avait une histoire où des gens en 1966 ont raconté qu'ils avaient été enlevés par des extraterrestres quelques années plus tôt. Ils racontent leur histoire dans un livre qui s'appelle Le Voyage interrompu, The Interrupted Journey. Il s'agit d'un couple, Betty et Barney Hill. Donc en 1966, il raconte que 4 ans plus tôt, 5 ans plus tôt, en fait, en septembre 1961, alors qu'ils circulaient dans les montagnes blanches du New Hampshire, les White Mountains, ils auraient vu un ovni, ils auraient été enlevés, amenés à bord de l'objet, ils auraient subi des tests par ces visiteurs d'outre-monde. Et bref, le livre est publié en 1966, ça devient un gros succès de librairie, mais cette histoire-là, elle est à peu près unique à ce moment-là. Et dans la foulée, dans les années qui vont suivre, d'autres gens vont commencer à dire « Moi aussi, j'ai été enlevé par des extraterrestres », et le phénomène va devenir très populaire. En fait, je te dirais qu'à partir du milieu des années 70, il n'était plus possible d'aborder la question des ovnis sans évoquer les enlèvements extraterrestres, qui est devenu une part importante du sujet. Et c'est là que le docteur Hynek, qui maintenant travaillait essentiellement sur un plan civil, a décidé de créer les rencontres du quatrième type. Et avec le temps, le phénomène des ovnis devenant toujours de plus en plus complexe, on a créé une 5e catégorie, les rencontres du 5e type. Ce sont les rencontres où des gens disent avoir communiqué avec des intelligences extraterrestres, des espèces de contactés. Les extraterrestres m'ont livré un message. Et je vous parle de ces messages-là, mais pas vraiment pas le type de message du genre gouroufiant à la Raël. C'est pas dans ce sens-là. C'est des gens qui disent, j'ai des extraterrestres m'ont parlé, m'ont communiqué, m'ont donné une information. Ça ne veut pas dire qu'on va gouroufier le personnage. C'est pas fait dans ce sens-là, mais c'est quelqu'un qui croit fondamentalement avoir communiqué avec une intelligence extraterrestre. Ça devient les rencontres du 5e type. Et ensuite, on a vu apparaître également dans les années 70 et 80 des phénomènes qui étaient un peu limites et pour lesquels on n'avait pas vraiment d'association directe avec les ovnis. Je pense par exemple aux mutilations de bétail. À la fin des années 60, on a commencé à découvrir
Est-ce qu'on s'en est aperçu à ce moment-là? Est-ce que le phénomène était déjà récurrent depuis longtemps? Vraiment, la presse a commencé à s'intéresser à ça à la fin des années 60, mais on s'est mis à noter qu'il y avait parfois des animaux, et principalement dans les grandes plaines américaines, on retrouvait des animaux qui avaient été mutilés, et mutilés de manière si curieuse qu'il était difficile d'imaginer que c'était essentiellement des prédateurs. Donc on s'est mis à imaginer qu'il devait y avoir des forces derrière ça. On a accusé à un moment donné des mouvements sataniques de se livrer à ces carnages, de tuer des animaux pour récupérer le sang qu'on utilisait ensuite dans des rituels occultes. Et bien sûr, comme l'avait écrit un auteur britannique, if in doubt, blame the alien. Hein? Si t'as un doute, accuse les extraterrestres. Donc rapidement, on s'est mis à accuser les extraterrestres d'être responsables de ces mutilations animales, de tuer les bovins. Pour quelle raison, je l'ignore. Je m'amuse souvent à dire en blague, parce que souvent les pieds des vaches avaient été enlevés. Je me dis, ça nous semble un peu ridicule, mais qui sait, peut-être sur une planète lointaine, les portefeuilles en peau de pieds de vache, c'est excessivement populaire, puis c'est comme du Gucci, là, tu sais, là. Bon, tant qu'à faire un voyage comme ça dans un autre univers, ben pourquoi pas essayer la viande bovine, voilà. Mais faut quand même le dire, même si les gens trouvent ça très curieux, il y a quand même eu une investigation à un moment donné qui avait été faite dans les années 80. En fait, à la fin des années 70, début des années 80, une enquête qui avait été menée à la demande du gouvernement du Nouveau-Mexique. Parce qu'évidemment, quand tu perds des têtes de bovidés, il y a un coût qui est lié à ça. Et les agriculteurs se posaient des questions. Qu'est-ce qui tue nos animaux? Est-ce que ce sont des groupes sataniques? Est-ce que ce sont les extraterrestres? Est-ce que ce sont essentiellement des prédateurs? Et là, évidemment, la presse s'était emparée de ça. Et les amateurs d'ovnis également, commençaient à se promener dans les champs avec le tuc en papier d'aluminium. Là, puis là, a fait des haoums pour appeler les extraterrestres. Et éventuellement, à la demande du gouvernement du Nouveau-Mexique, on a saisi une enquête fédérale. Et ce sont des enquêteurs. C'est un enquêteur chevronné du FBI, Kenneth Rommel, qui a été chargé d'investiguer cette histoire de mutilation animale. Et son rapport est assez définitif. Hein. C'est un rapport assez documenté. Crois-moi, je l'ai dans mes archives. Là. Rommel n'a pas lésiné sur l'investigation et les conclusions, c'est que ce sont finalement des prédateurs qui font ça. Okay. Pourquoi ces mutilations-là nous semblent, pour quelqu'un de l'extérieur, si mystérieuses? C'est parce que très souvent, nous, par exemple, au Québec, nos animaux sont dans des étables. Hein. Les vaches sont dans les étables. Les agriculteurs font ce qu'ils appellent le train le matin. Là, on récupère le lait puis tout ça. Bon, y a toute l'activité agricole autour de ça. Alors que sur les fermes américaines et principalement dans les grandes plaines du centre-sud des États-Unis, les animaux, les cheptels, sont laissés dans des pâturages qui sont gigantesques. Là. Hein, c'est en liberté. Oui, c'est en liberté. Puis tu sais, quand tu fais le tour des pâturages, tu le fais avec un camion. Là, tu fais pas ça à pied. Là, c'est des dizaines et des dizaines de kilomètres. Et très souvent, les animaux qui soulevaient une interrogation, c'était des animaux qui étaient souvent retrouvés plusieurs jours après leur décès. Hein? Donc, on a un agriculteur qui fait le tour de ses terres et puis, bang, un matin, il trouve une vache qui est mutilée. Mais la vache, elle peut être mutilée depuis 2-3 jours. Là, il a pas une clochette dans le cou, là, et puis il vérifie pas, il fait pas l'inventaire de son cheptel tous les jours. Là. Donc, il découvre la vache qui est morte. Et là, il constate effectivement que certaines mutilations semblent avoir été produite avec un outil très tranchant, un scalpel et autres. Dans le rapport, Rommel explique qu'en fait, ce qui se produit, c'est que les animaux, même s'ils sont attaqués par des prédateurs, au début, si on aurait trouvé l'animal 2 heures après sa mort, probablement que l'agriculteur aurait immédiatement reconnu les marques laissées par un prédateur. Mais comme l'animal a eu le temps de gonfler, après 2 ou 3 jours, il a commencé à décomposer, les tissus se sont tendus parce que l'animal a gonflé, et ce qui était une morsure, évidemment, c'est devenu les tissus prenant de l'expansion, ça donne l'impression d'un coup de scalpel, mais c'est simplement parce que les tissus sont excessivement tendus. Les agriculteurs disaient, oui, mais il n'y a pas de sang dans l'animal. Il faut savoir que le sang se ramasse dans la partie basse de l'animal et elle va coaguler dans l'animal. Donc, c'est sûr que si tu déplaces la carcasse ensuite, il n'y aura pas d'échappement de sang qui va se produire. Donc, on a des conditions
de vétérinaires des conditions pathologiques qui expliquent pourquoi ces animaux-là donnent l'impression qu'ils ont été mutilés de manière exceptionnelle, alors que, en fait, ce sont des animaux qui ont été attaqués par des prédateurs et les conditions assez rarissimes, hein, il faut plusieurs éléments, hein, le temps chaud, les prédateurs, les ci, les ça, il faut plusieurs éléments, mais éventuellement, lorsque ces éléments-là se combinent, on arrive à une carcasse qui peut laisser songeur. Et il y a une expérience qui avait été menée par les Texas Rangers, qui était tout à fait exceptionnel. Puis là, je m'excuse pour les gens qui viennent de terminer leur souper. Mais les Texas Rangers, à un moment donné, pour essayer de vérifier cette hypothèse des animaux, hein, parce que dans certains cas, certains organes internes, hein, un œil avait été enlevé, mais le reste de la tête de l'animal n'était pas endommagé, ou certains organes à l'intérieur avaient disparu. Alors là, on se posait la question, notamment les organes génitaux. Hein, on se disait, comment une vache, par exemple, le vagin a-t-il pu être arraché, enlevé, mais qu'il n'y a pas de marque à l'extérieur. Donc, les Texas Rangers ont fait une expérience qui était assez étonnante. Ils sont allés voir un agriculteur qui avait un animal, qui avait une vache ou un bœuf qui était malade. Donc, ils l'ont abattu volontairement. Ils ont abattu l'animal. Ils l'ont laissé bien à la vue dans un champ. Et là, ils se sont postés autour. Et assez rapidement, en quelques heures, 2 ou 3 heures après que l'animal soit au sol, on a vu arriver des busards, qui est une variété de vautours américains. Ouais. Et les busards réussissaient, il y avait une façon, ils se plaçaient autour de l'animal, ils sautillaient autour de l'animal, picoraient les chairs les plus tendres, en particulier les yeux, et ensuite ils pouvaient se centrer là, il y avait la tête est assez chauve et ils ont un cou qui s'étire, ils entraient littéralement leur tête dans la gueule de la vache ou du bœuf pour manger la langue sans endommager le tour de la bouche ou de la gueule de l'animal. C'est assez surprenant. Ensuite de ça, ils se plaçaient derrière l'animal et entraient leur tête littéralement dans l'anus ou dans le vagin de l'animal pour picorer l'intérieur sans endommager les tissus extérieurs. Et ça a été vu et à la fois filmé par les Texas Rangers et ça a été déposé en pièce à conviction dans le fameux rapport de Kenneth Rommel qui témoigne très bien qu'on est ici en présence très certainement de mutilations qui sont provoquées par des prédateurs. On est rendu tellement, Christian, civilisé qu'on réalise pas que la nature a pu faire ça aussi hein, pour la survie. Oui, c'est ça. Et il faut quand même le dire, hein, il n'est pas exclu qu'il y a des cas d'exception, là, mais s'il y a des cas d'exception, il faudrait d'abord les identifier et identifier pourquoi ce cas-là est un cas d'exception. Parce que Rommel, dans son rapport, dit, les amateurs d'OVNI nous disent que chez les vaches, par exemple, les bœufs, c'est toujours l'œil droit qui est enlevé sur les vaches et l'œil gauche, alors que les enquêtes menées par Rommel montrent que non, c'est pas vrai. C'est tout le temps l'œil qui est exposé qui est enlevé. Ouais, hein, donc quand l'animal tombe sur le côté, l'œil qui est accessible, lui, il se fait enlever, jamais l'autre de l'autre côté. Ça n'a pas rapport si c'est un mâle ou une femelle. Donc, il faudrait identifier pourquoi cette mutilation est particulière par rapport à une autre. Et il est possible aussi qu'il y ait une intervention humaine. Par exemple, il y a un cas que j'ai en mémoire où on avait arrêté des satanistes dans le sud des États-Unis qui ont avoué qu'ils avaient assassiné des chevaux. Ils avaient tué 3 ou 4 chevaux pour pouvoir récupérer leur sang et éventuellement s'adonner à utiliser le sang dans des rituels sataniques. Donc, il est possible qu'il y ait une intervention humaine, mais en tout cas, dans le cas des mutilations animales enquêtées par Kenneth Rommel du FBI, on est plutôt dans le cadre de mutilations provoquées par des prédateurs. Donc, ça devient les rencontres du 5e type, qui est un espèce de dossier fourre-tout où on met à peu près les dossiers, c'est les rencontres du 5e type, où on met à peu près du grand n'importe quoi. Et puis finalement, 5e type, c'était les communications, les 6e type, c'est les mutilations, et on arrive finalement aux rencontres du 7e type. Et les rencontres du 7e type, ce sont les gens qui affirment avoir eu des relations sexuelles avec des extraterrestres. J'aime qu'on les ait classifiés. Et c'est arrivé en quelle année, ça, Christian? Bon. Et donc, là, je vois qu'il est 19h24. Alors, si tu veux bien, on va prendre une pause. Bien sûr. Pour ne pas s'interrompre dans notre histoire que je vais te proposer. L'histoire, la rencontre du 7e type de Peter Coury. Radio X-Files avec Christian Page et Camille. Radio X.
19h30. Merci d'être à l'écoute des Radio X-Files. On a assez attendu, Christian, on a assez retenu notre souffle. Voilà. Parlons maintenant d'une rencontre. Voilà, le suspense a assez duré. Donc, l'histoire que je vais te raconter, donc je le dis tout de suite aux auditeurs, c'est une histoire assez scabreuse. Donc, s'il y a des jeunes enfants qui sont à l'écoute, peut-être faut-il je sais pas, les envoyer jouer au Nintendo. Oui! ou quelque chose du genre. Donc, notre histoire, elle se passe, on est en banlieue de Sydney, en Australie, et elle met en scène un certain Peter Coury. C'est un jeune homme de 28 ans. Il est marié, père de 2 enfants au moment où notre histoire va se passer. Et l'histoire que je vais te raconter se passe dans la journée du 23 juillet 1992. Okay. Mais il faut savoir que depuis 1988, donc, ayant débuté là, 4 ans plus tôt, ce Peter Coury raconte, c'est un type qui s'intéresse beaucoup à la question des ovnis, et il raconte que, un peu comme on l'a entendu dans la bande-annonce du film de 4e type, il prétend qu'il a parfois des rencontres nocturnes. Il dit qu'il a le sentiment que des gens viennent dans sa chambre. Il a le sentiment que on le touche, qu'il y a des présences la nuit autour de lui. Donc, il appelle ces rencontres nocturnes qui débutent en 1988. Ce qui nous amène progressivement à cette fameuse journée du 23 juillet 1992. Ce jour-là, donc, Madame Coury et les enfants sont à l'extérieur. Peter Coury est resté chez lui. Il faut dire qu'il est alité. Il prend des médicaments, des maudits forts médicaments, faut le dire. Oui, hein? Et ce Peter Coury, en fait, il est alité parce qu'il a eu quelques jours plus tôt une altercation avec un voisin. Et l'histoire a dégénéré et on en est venu au coup. Donc, Coury se retrouve pas le bras dans le plâtre, mais un petit peu amoché. Il se retrouve chez lui, quelques médicaments, luxation, etc. Donc, il est chez lui, seul, évidemment. Et tout à coup, il a l'impression, on est dans la journée, il a l'impression qu'il y a une espèce de son, comme un bruit de diapason qui se fait entendre. Et voilà que 2 créatures apparaissent dans sa chambre à coucher. Et là, on va tomber un peu dans le scabreux, là. Donc, 2 créatures apparaissent dans sa chambre. Lui, il est alité, là. Il voit 2 créatures qui apparaissent dans sa chambre. 2 créatures, 2 beautés, faut bien le dire. Ah, ok, au féminin. Deux beautés. L'une est une jolie blonde. Tu sais, moi, en conférence, quand je raconte cette histoire-là, je faisais référence toujours à Farah Fawcett, là, mais ça, c'est les gens de ma génération, là, tu sais, là. Donc, disons plutôt une Scarlett Johansson, ça, c'est la blonde, là, tu sais, et avec une très jolie asiatique du genre Lucy Liu, là. Je sais pas si t'as une autre référence. Charlie's Angels, Lucy voilà, Liu, dans les Charlie's Angels. Donc, une magnifique, là, asiatique, mais avec des traits un peu eurasiens, un peu à la Lucy Liu, et cette magnifique blonde à la Scarlett Johansson. Ces 2 créatures apparaissent dans sa chambre. Elles sont entièrement nues. Alors, évidemment, notre Peter Coury, jeune homme de 28 ans, ne peut que manifester son étonnement, de toutes les façons, durement, dit-il. Fragile. Et, voilà. Et voilà que la créature de type, puis, de toi à moi, tu sais, l'homme, le fantasme de la blonde et de l'asiatique, ça n'existe pas, ça. Il n'y a aucun homme qui a ça, là, comme idée, là. Je le dis tout de suite. Jamais. C'est vraiment au côté de la plaque. Tu sais, la relation, c'est le trio avec une asiatique, là, c'est un fantasme qui n'existe pas. Donc, la blonde apparaît et l'asiatique, et voilà, elles sont nues. Et l'asiatique s'installe dans un fauteuil, dans le coin de la chambre où se trouve Peter Coury. Et voilà, elle regarde, elle est plutôt la voyeuse dans la chose. Et voilà que la blonde, elle monte dans le lit et commence à entreprendre notre Peter Coury de manière telle qu'il ne peut qu'honorer finalement sa partenaire. Et pendant parce que tu comprends que cette blonde extraterrestre, elle a toutes les bonnes patentes à la bonne place, là, hein, elle a pas 8 bras puis 3 yeux, là. Donc il l'entreprend. Et pendant ce temps, il jette de temps en temps un regard du côté de notre asiatique intersidérale qui, elle, est là et qui se masturbe à pleine main. Hein? Je sais pas comment dire ça. Mais bon, voilà. Et visiblement, elle est très excitée par le spectacle qui se passe devant elle. Et pendant ce temps-là, lui, Peter Coury, écoute, fait les 1001 positions qu'on lui a enseignées, hein, je veux dire. Oui. Bon. Et
Et au moment de cette action, je veux pas être vulgaire, mais il est tellement dans l'action qu'à un moment donné, il caresse sa partenaire et il lui mordit les mamelons et emporté dans l'élan, il arrache un mamelon à sa jolie blonde. T'sais. Et là, le voilà. J'adore. J'ai de la misère à raconter cette histoire-là sans partir à rire. Là, donc, on a notre Peter Coury qui vient d'arracher le mamelon de la blonde et de notre Scarlett Johansson de Cosmic. Et le mamelon reste coincé dans la gorge. Et là, Peter Coury est étouffé noir, là. Oh non! Avec des gros coups de poing dans l'estomac. Il s'est poigné là, ça. Et tu comprends que la blonde, elle, un peu surprise par la réaction de son amant, elle se redresse et là, elle disparaît. Elle disparaît avec également... Elle se volatilise! Ouais, elle se volatilise également comme l'Asiatique, qui la suit également dans cet univers de l'invisibilité cosmique. Mais ça nous laisse un Peter Coury assis dans son lit, toujours... bien en action, comme tu es, mais avec ce mamelon pogné dans la gorge, là, étouffé noir, même à un moment donné, là, il pense même à appeler le 911, et finalement, il réussit à l'avaler, il avale le mamelon. Donc, merci, bonsoir, il peut reprendre son souffle, il est quelques minutes un peu sous le choc. À frôler la mort. Oui, frôler la mort de cette façon-là, il y a pire quand même, mais... mais heureusement que sa femme n'est pas arrivée à ce moment-là. Qu'est-ce que t'as, mon Peter? J'ai étouffé avec un mamelon. T'sais. Mais ça se glisse mal d'une conversation. Mais après que Peter Coury ait retrouvé ses esprits, il décide donc d'aller faire son petit pipi, faut bien à un moment donné. Et alors qu'il est en train d'uriner, il remarque qu'il y a un cheveu autour du prépuce, là, autour du gland, et là, finalement, il le déroule, pas le prépuce, mais le cheveu. Dérouler le bord. Le rebord, oui. Et là, il tire le cheveu, il se retrouve avec un cheveu, mais pas un poil pubien, là, un cheveu. De la blonde. De la blonde, un grand cheveu blond. Et là, qui lui prouve, bien sûr, qu'il n'a pas vécu ça qu'en rêve. Maintenant, il a une preuve matérielle de cette rencontre. Dommage qu'il n'ait pas conservé le mamelon, quand même. On peut toujours se poser cette question-là. Mais au moins, il y a un cheveu. Alors, à partir du moment où il y a le cheveu, il met ça dans un petit sac Ziploc et là, il contacte les associations de spécialistes d'OVNI en Australie et c'est ainsi qu'il rejoint un certain Bill Chalker qui représente une association, tout le temps des noms un peu pompeux, l'Association internationale de recherche sur les OVNI, mais c'est ces deux gars avec des bottes de caoutchouc dans un garage. Donc, il rejoint ce Bill Chalker et là, lui dit qu'il a cette preuve irréfutable d'une rencontre avec des extraterrestres et de relations sexuelles avec... c'est dommage que il n'ait pas pensé à prélever, parce qu'il a pris sa douche. On aurait bien voulu avoir des sécrétions ou quoi que ce soit de plus. C'est la première chose d'habitude qu'on fait en analyse, là. Ouais, mais au moins, il a gardé le cheveu. Donc, il y a le cheveu dans le Ziploc. Et finalement, ce Bill Chalker va lui rendre visite. Il va écouter son histoire et il va prendre le fameux cheveu. Et le cheveu en question, il va le faire analyser dans un laboratoire. Un laboratoire dit secret, dont il ne révèle pas le nom, donc sous-entendre 2 autres gars dans un autre garage avec un microscope, je sais pas trop. Mais bref, il va faire, c'est quand même curieux, t'as peut-être le cheveu d'un extraterrestre, puis finalement, tu le fais pas analyser dans un laboratoire reconnu, mais tu fais appel à 2 de tes chums qui ont un microscope puis qui arrachent les pattes des mouches, là, je sais pas trop, mais bref, il lui donne le cheveu. Et finalement, le cheveu se révèle être un cheveu blond, humain, mais de souche asiatique. Et là, évidemment, Chalker écrit à propos de ça, c'est tellement extraordinaire, c'est inattendu, un cheveu blond humain de souche asiatique. Pas besoin d'aller sur une autre planète. Là, Miss Clara aurait pu t'éclairer là-dessus, là, comment ça se fait qu'un cheveu asiatique noir peut être blond, là, je veux dire... Ouais, c'est ça, il peut être décoloré. Mais on sait pas, aux dernières nouvelles, premièrement, il est peut-être pas resté marié, ça c'est ma première question. La deuxième, sa conjointe avait les cheveux quelle couleur?
Ouais, c'est ça. Hein? On s'est pas posé trop ces questions-là. Bref, ce fameux Chalker va écrire un livre qui s'appelle Hair of Alien, hein, le cheveu de l'extraterrestre, et là avec le sous-titre DNA and Other Forensic Evidence of Alien Abduction. Il publie cet ouvrage-là en 2005. Tu dis, écoute, faut vraiment être pompeux, là. Tu sais, une analyse ADN pathologique qui prouve l'évidence d'un enlèvement extraterrestre. Et la seule chose qu'il a à nous offrir, c'est un récit tout à fait ridicule. Ils n'ont pas peur des mots, c'est ridicule. Et ce cheveu blond de sauce asiatique, qui est absolument du grand n'importe quoi. Et cette histoire-là, moi, écoute, la première fois que j'ai entendu cette histoire-là, je me suis dit, c'est tellement ridicule qu'il n'y a pas personne qui peut croire ça. Tu sais, je veux dire, le type qui s'étouffe avec le mamelon de l'extraterrestre, puis tout ça. Et pourtant, j'ai été surpris de voir, quand je suis allé en Australie pour enquêter sur des trucs sur les extraterrestres puis tout ça, j'ai été surpris de voir dans les communautés d'amateurs d'OVNI en Australie, il y avait des gens qui accordaient énormément de crédit à cette histoire-là. Puis je me dis, mais vraiment, là, faut que tu aies la foi chevillée au corps pour accepter une histoire aussi invraisemblable que celle-là. Parce qu'elle est spectaculaire, mais d'un autre côté, il n'y a pas beaucoup de substance pour le moment, là. Ben non, tu sais, on a un type, il est seul, il n'y a pas de témoin, il prend des médicaments, il est couché chez eux, il raconte une histoire, puis il nous sort un cheveu, puis là, il faudrait croire cette histoire assez invraisemblable qui représente un peu un fantasme assez international, tu sais, le fantasme masculin de, tu sais, un trio avec une asiatique, etc. Là, tu te dis, écoute, c'est comme un peu ridicule ton histoire. Et pourtant, Chalker va écrire son ouvrage qui va connaître, je dirais pas un succès de librairie, mais qui est quand même assez partagé dans le milieu des amateurs d'OVNI en Australie, qui a beaucoup circulé. Et cette histoire-là, elle est mentionnée dans la littérature sur les enlèvements extraterrestres, et principalement en Australie. On évoque l'histoire de Peter Coury, qui, à mon avis, est probablement parmi les histoires les plus ridicules qui m'étaient données d'entendre. Moi, quand j'ai entendu cette histoire-là, j'ai un peu tombé en bas de ma chaise. Parce qu'il faut quand même savoir que si on parle souvent de ces histoires d'enlèvement extraterrestre, on en parle depuis les années 60. Et non, je sais que je vais probablement décevoir des auditeurs, mais le cheveu extraterrestre n'est pas une preuve évidente d'un visiteur cosmique, là, hein. Un cheveu humain blond de souche asiatique, là, c'est pas très convaincant. Et jusqu'à aujourd'hui, donc depuis les années 60, où on parle de soi-disant enlèvement extraterrestre, évidemment, on n'a jamais eu la moindre preuve d'un seul cas qui se soit produit pour lesquels on ait eu la moindre preuve, ni même une preuve de quelque chose. Hein. C'est même pas de dire est-ce que ces gens-là ont été enlevés par des extraterrestres. C'est minimalement la preuve de quelque chose. Puis on l'a même pas, cette preuve-là. Jusqu'à maintenant, toutes les enquêtes qui ont été menées, c'est assez amusant parce que quand on parle dans l'univers des amateurs d'OVNI ou de paranormal, il y a une espèce de concept qu'on appelle le faux consensus. Et le faux consensus, là j'en parle dans l'univers du paranormal, mais on le trouve un peu partout, le faux consensus, c'est d'essayer de nous faire croire que l'opinion d'un individu est représentatif de sa communauté. Puis là, je dis pas est-ce que l'individu a raison ou tort, là, c'est pas là qui est pour moi, c'est pas là le débat. Hein. Si on prend par exemple un exemple qui est bien connu, qu'on a tous vécu durant la période de Covid, par exemple, on a tous entendu parler du docteur Raoul, hein, Didier Raoul en France, et qui lui nous disait on peut soigner la Covid avec de l'hydrochloroquine, etc. Bon, et là les amateurs, on avait comme une espèce de résistance aux idées, au concept de la vaccination. Et les gens qui présentaient une résistance, évoquaient le docteur Raoul en disant, il y a peut-être d'autres médicaments, l'hydrochloroquine, etc. Et on nous présentait le docteur Raoul en nous spécifiant que c'est un grand scientifique avec un type qui est bardé de diplômes, puis c'est un immunologue, etc., etc. Le problème du docteur Raoul, et là, je me prononce pas à savoir s'il a raison ou tort. Moi, je ne suis pas un spécialiste, je suis pas un médecin, je suis pas un immunologue, je sais pas. Je sais pas s'il a raison ou tort. Mais une chose est certaine, c'est qu'il est tout seul dans sa gang. Et c'est là que ça devient un problème. Quand on présente quelque chose, qu'on essaie de nous présenter l'individu comme si son discours était représentatif de sa communauté. Non, c'est pas le cas. Didier Raoul était tout seul à dire ça. Tout l'ensemble des immunologues à travers le monde disaient ce qu'il raconte, c'est absurde. Et c'est le problème lorsque l'on parle de ces sujets-là, c'est de ne pas présenter au public l'ensemble du dossier. C'est pas de savoir si le docteur Raoul a raison ou tort, c'est de savoir que le docteur Raoul, il est tout seul dans sa gang. Ouais.
C'est ça qu'il faut mentionner. Et peut-être qu'éventuellement toutes les recherches qui ont été menées ne semblent pas ne semblent pas lui donner raison, mais néanmoins, lorsqu'on entend un discours comme celui-là, avant de jeter la pierre, même si quelqu'un a un discours qui détonne sur l'ensemble de la communauté, il faut quand même accepter le fait qu'il y a une communauté qui dit autre chose. Et en science, généralement, le concept, c'est de se rallier à ce qui fait à peu près consensus. Dans le cas présent, que ce soit en médecine, que ce soit dans n'importe quel domaine. Mais ça se peut que le outsider, l'individu unique, ait raison. C'est ce qu'on appelle le syndrome Galilée. Mais de toujours croire que le outsider a raison, c'est une erreur, parce que la science montre généralement que les gens qui se détachent de manière trop soutenue ou trop marquée par rapport au consensus scientifique, généralement, 9 fois sur 10, ils ont tort. Donc, ce qu'il faut faire de manière objective, c'est dire, ben voilà, on a quelqu'un qui dit blanc, mais il faut quand même préciser que celui qui dit blanc, il est tout seul dans sa gang, parce que le restant, toute la communauté dit noir. Et ça, c'est un peu la problématique qu'on a sur plein de sujets, mais dans le domaine du paranormal, quand quelqu'un dit, oui, mais est-ce que tu es allé voir le vidéo sur YouTube d'un tel ou d'un tel? Oui, mais ça, ces gens-là sont pas représentatifs de leur communauté. Rappelle-toi, quand on a fait des émissions, par exemple, sur Jésus ou Moïse, ou etc., ouais. À chaque fois, c'est la même chose. Quelqu'un m'écrit, « Ouais, mais tu dis ça, mais est-ce que tu es allé voir la vidéo de tel individu qui a écrit un livre du genre « Jésus est un martien ». Non, je suis pas allé voir la vidéo du gars qui dit que Jésus est un martien, parce que le gars qui dit que Jésus est un martien, même si c'est un historien et un archéologue, il est tout seul dans sa gang. Ce qui fait consensus, généralement, en histoire ou en archéologie, c'est telle ou telle autre hypothèse, et je vais me référer d'abord à cette hypothèse-là, plutôt que de me référer au gars qui est tout seul dans sa gang. Et on le fait dans n'importe... C'est un peu comme si tu es malade, puis tu vas voir des médecins, tu rencontres 10 médecins, et sur les 10 médecins, il y en a 9 qui te disent, écoute, Camille, là, tu as un cancer, puis je pense que le traitement approprié, ça serait une chirurgie, une radiothérapie, puis le 10e lui dit, non, bois du jus de carotte. Ben, libre à toi de boire du jus de carotte. Mais moi, je te conseillerais plutôt d'écouter ce que les 9 autres ont dit. Quand d'aller dans le même sens que la barque, là. Voilà, c'est ça. À un moment donné, tu sais, quand le gars, il est tout seul à voir le pas dans parade, tu peux te poser des questions. Donc, c'est un peu ça la problématique dans l'univers de l'étrange. En tout cas, c'est le domaine qui m'intéresse, le domaine de l'étrange et des complots. Ben, c'est souvent ça. C'est-à-dire, si on nous présente un individu qui tient un discours qui est diamétralement opposé au reste de la communauté, et on essaie de nous le présenter comme si ça, c'était la vérité. Mais pourquoi lui dit-il vrai et les 99 autres à côté disent faux, tu sais? À un moment donné, faut quand même faire preuve d'objectivité. Et dans l'univers des ovnis et principalement les enlèvements extraterrestres, les amateurs ont tendance souvent à nous citer, par exemple, je pense au docteur John Mack, qui était un psychiatre qui était attaché à l'université Harvard, qui est décédé il y a quelques années. Là, il s'est fait renverser par une voiture en Angleterre. Et ce docteur Mack, lui, s'intéressait à la question des enlèvements extraterrestres. Il a écrit 2 ouvrages d'ailleurs sur le sujet. Les gens ont visiblement mal lu ses livres. Les ufologues et les amateurs d'ovnis qui me citent John Mack, visiblement n'ont pas lu les livres de John Mack, parce qu'ils me disent John Mack disait que c'était vrai les enlèvements extraterrestres, alors que c'est pas tout à fait ça qu'il dit. Quand on lit ses ouvrages, ce qu'il raconte, c'est qu'il ne croit pas que les gens se faisaient enlever par des extraterrestres et amenés dans un vaisseau spatial physiquement. Mais ce qu'il disait, c'était qu'il avait l'impression que cette expérience-là était une expérience qui était induite par une intelligence étrangère. Donc, c'est un peu comme si c'était un scénario qui avait été imaginé peut-être par des extraterrestres, si tu veux, ou une intelligence X, qui produisait une espèce de scénario dans lequel la personne se croyait enlevée par des extraterrestres. Donc, il y avait quand même une nuance. Et c'est la raison pour laquelle John Mack disait, c'est pourquoi les gens n'ont jamais de preuves. Pourquoi si tu te fais enlever puis tu te fais amener à bord d'une soucoupe volante, pourquoi tu ramènes pas un cendrier, pourquoi tu ramènes pas un bout de cigarette, un trombone ou n'importe quoi. Un boulon. Boulon. Et John Mack de dire, parce que la soucoupe, physiquement, elle n'existe pas. C'est un scénario qui est induit par une intelligence supérieure. Donc, tu vis dans un scénario, un peu dans une réalité fictive. Mais, ultimement, quand on nous cite John Mack, on est dans l'erreur. Et pourquoi on est dans l'erreur? En tout cas, à mon avis, on est dans l'erreur
Parce que John Mack, ça fait l'affaire des amateurs d'OVNI de nous citer John Mack, parce que John Mack était plutôt favorable. Mais il faut savoir que le phénomène des enlèvements extraterrestres a été étudié par des dizaines de psychologues et de psychiatres, et tous, unanimement, rejettent cette histoire-là. Pour eux, il existe d'autres pathologies, il existe d'autres mécanismes qui expliquent pourquoi les gens on arrive à croire qu'ils ont été enlevés. D'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'il y a une certaine Susan Clancy qui est une spécialiste de la mémoire, qui a justement écrit qui était d'ailleurs à l'université Harvard, qui a côtoyé d'ailleurs le docteur John Mack, et elle a écrit un ouvrage justement sur les enlèvements extraterrestres. Et ce qu'elle racontait d'ailleurs, c'est assez amusant parce que elle disait qu'au début, comme c'est une spécialiste de la mémoire, elle disait, j'aurais voulu écrire au début, quand elle a commencé à plancher sur ces sujets-là, elle a dit au début, je voulais écrire le premier livre que je voulais écrire sur ce sujet-là, c'était un livre où on aurait parlé des gens qui, sous hypnose, ou parfois des années après, en regardant des films ou en lisant quelque chose, ils ont comme un souvenir flash d'un abus sexuel. Donc, un abus, soudainement, j'ai un flash, j'ai été abusé par mon grand-père quand j'avais 5 ans ou 6 ans, ou etc. Et comme elle, c'est une spécialiste de la mémoire, elle raconte, elle dit, tout ça, t'as bien des chances que ce soit fictif. La mémoire va recomposer des événements, elle recrée des événements qui se sont jamais produits. Mais elle racontait dans une entrevue, je trouvais ça fascinant, elle disait, au début, si j'avais dit aux gens que quelqu'un, une personne, une femme dit « J'ai été abusée dans mon enfance quand j'avais 6 ans » et que mon conseil était « Ne la croyez pas parce que la mémoire recompose des événements. » C'est moins populaire, hein? J'aurais été envoyé au pilori. On m'a renvoyé au pilori. Et pourtant, c'est la réalité, malheureusement. Mais attention, là, je dis pas que les gens qui disent qu'ils ont été abusés, je pense que la première chose à faire, c'est de la prendre au sérieux. Je pense que c'est la démarche première. Mais néanmoins, ce qu'elle disait, c'est qu'il faut faire attention parce que la mémoire recompose des événements. Et donc, il peut simplement suffire que dans ton enfance, tu as vécu une expérience, par exemple, désagréable, mais qui n'avait rien d'un abus sexuel. Et puis, éventuellement, à travers le cinéma, la littérature, peu importe, d'autres stimuli, la mémoire s'est recomposée sur cet événement-là. Il faut une investigation avant d'arriver à y porter des accusations. Mais elle disait, si j'aurais fait ça, comme tu l'as mentionné, ça c'est quelque chose qui n'aurait pas été très populaire. C'est pourquoi elle a donc utilisé cette même connaissance-là qu'elle avait sur les mécanismes de la mémoire pour écrire un ouvrage sur les enlèvements extraterrestres. Et son livre Abduction, elle raconte en fait comment, Alien Abduction, donc les enlèvements extraterrestres, elle raconte comment la mémoire fonctionne et comment les gens qui en viennent à croire qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres passent par une série d'éléments. Et ces mêmes éléments-là, on peut les retrouver, par exemple, dans les abus sexuels. Et souvent, ça se fait avec une bonne volonté. Elle raconte, par exemple, dans l'enlèvement extraterrestre, il faut que la personne ait un souvenir un peu vague de quelque chose. Un événement s'est produit. Alors, on peut le replacer, là, encore une fois, dans le cadre d'une agression sexuelle dans l'enfance. J'ai le sentiment que quelque chose s'est passé. Et à partir du moment où j'ai le sentiment que quelque chose s'est passé, je me construis un scénario. Si tu es de ceux qui croient aux enlèvements extraterrestres, tu peux en venir à te construire le scénario de « j'ai peut-être été enlevé ». Ensuite de ça, il faut qu'il y ait un mécanisme de renforcement. Il faut que tu rencontres des gens qui vont t'aligner vers cette hypothèse-là. Et donc, tu rencontres des gens... Qui vont t'alimenter, là. Voilà, donc tu rencontres des gens, par exemple, les amateurs d'OVNI, tu dis « j'ai vécu une expérience une fois, j'étais chez moi, j'ai eu le sentiment de quelque chose. » Puis là, l'amateur d'OVNI dit « t'as peut-être été enlevé par des extraterrestres. » Si tu avais été voir quelqu'un d'autre, si tu avais été voir, par exemple, un psychologue, un psychiatre, tu aurais probablement dit « écoute, Camille, tu as été victime d'une terreur nocturne ou t'es victime d'une paralysie du sommeil. Mais malheureusement pour toi, t'es allé voir un ufologue. Et cet ufologue-là te dit, t'as probablement été enlevé par des extraterrestres. Et là, il t'invite à rencontrer des groupes de gens qui ont tous eu une expérience d'enlèvement extraterrestre qui va finir par renforcer l'idée que tu as. Et tu regardes, si on l'applique aux enlèvements extraterrestres, on peut également l'appliquer aux agressions, par exemple. Tu as l'impression que tu as vécu une expérience désagréable, tu rencontres des gens qui disent, tu sais, des fanatiques, tu as été abusé, c'est sûr que Puis là, je vais t'amener rencontrer un groupe de gens, là, et là, tous ces gens-là vont ajouter et alimenter ton scénario. Et éventuellement, tu vas te créer une fausse mémoire
d'un événement qui ne s'est peut-être jamais produit. Et ce que racontait Susan Clancy, et elle le fait très très bien, son livre est remarquable lorsqu'elle parle des enlèvements extraterrestres, en fait c'est une recette. Hein. Il faut que ces éléments-là s'additionnent les uns derrière les autres pour en venir à créer ce scénario-là où la personne croit réellement qu'elle a été enlevée par des extraterrestres. Mais pour le prouver, il faut une investigation. Et évidemment, on comprend qu'elle flirte avec la ligne des gens qui racontent des expériences désagréables qu'ils ont vécues dans leur enfance et qui revient comme ça en flashback 20, 30 ou 40 ans après les événements. Bon, là, il faut faire attention pour ne pas prendre ça directement au pied de la lettre. La mémoire est malheureusement malléable. La mémoire est pas... C'est pas toujours notre ami, hein, c'est ça? Non, c'est ça. Puis notre mémoire n'enregistre pas les événements comme on enregistre sur un disque dur, sur un ordinateur ou quelque chose comme ça. Tu vas avoir accès toujours à la même photo, au même fichier. La mémoire fonctionne pas de cette manière-là. La mémoire va transformer les événements et en fonction des gens qui t'entourent, la pression qui est mise par les pairs, la pression qui est mise par ton groupe direct, ton groupe d'amis, ton groupe proche, bien évidemment, ça va alimenter ton scénario. Et si dans le cas, par exemple, des enlèvements extraterrestres, ben toi, tu crois que tu es enlevé par des extraterrestres, tu te tiens avec des gens qui croient qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres, qui te racontent des histoires d'enlèvements extraterrestres, bien évidemment, ça va alimenter le scénario que tout ça devient vraisemblable. Et c'est probablement un peu ce que je rencontrais chez les gens qui acceptaient une histoire aussi invraisemblable que celle de Khoury. Alors que lui, il y a le profil de la superstar, c'est spectaculaire voilà, ce qui est arrivé, là. Voilà, il devient quelqu'un dans son milieu, les gens le rencontrent, puis il devient un peu une espèce de vedette, puis hey, ça c'est le type qui, bon, mais si tu prends un peu de recul par rapport à ça, puis tu fais une approche un peu journalistique, tu dis là, écoute, qu'est-ce que tu as à proposer pour une histoire aussi invraisemblable que ça? Il n'y a pas de témoin, il n'y a pas rien, t'as un cheveu, puis ça peut être effectivement, comme tu l'as souligné, ça peut être un cheveu de sa femme, ou bon, ça peut être n'importe quoi. 100%, là, c'est un cheveu de sa femme, c'est sûr, dans mon idée, là. On sait même pas d'où il vient, tu sais, c'est lui qui raconte ça, qui avait ce cheveu-là autour de son zizi, mais tu sais, le cheveu, il a pu le ramasser sur le dossier de la banquette de sa voiture. Tu sais, je veux dire, il y a rien là qui prouve ce qu'il raconte. C'est rien d'autre qu'une histoire qui raconte et sur laquelle il n'y a absolument rien d'autre qu'un cheveu à proposer, tu sais. Fait que, voilà, c'est... Un cheveu de peut-être un membre baladeur, fait que ça, c'est le ramasser dans sa voiture, c'est parce qu'il se laisse les culottes à terre à certains endroits un petit peu douteuses. Et quelque chose me dit qu'il a peut-être mélangé la réalité avec son historique Pornhub de la veille. Mais ça, c'est moi, je le porte. Ouais, t'as peut-être Pornhub Australia, là, probablement que... Fait que, voilà, l'histoire de Peter Khoury complétait en fait notre survol de ces histoires d'ovnis qui ont beaucoup de panache du côté de l'Australie. Hein. La semaine dernière, l'histoire de cet enlèvement par des extraterrestres d'un jeune pilote, le Frédéric Valentich, et puis bien sûr l'histoire de ce Peter Khoury qui se place dans une catégorie à part. Et en 30 secondes, Christian, parce que les gens en redemandent comment sa femme a réagi à cette histoire-là. On le sait pas, malheureusement. Dans le livre de Bill Chalker, on ne parle pas de la réaction de sa femme. Par contre, on sait qu'il est séparé. Est-ce au mais est-ce au lendemain de l'expérience avec sa Scarlett Johansson intergalactique, ou est-ce que ce sont des problèmes conjugaux normaux qui sont venus le frapper? Ça, c'est difficile à dire. Mais bon. Faites-vous votre propre opinion. Voilà. Mais il doit certainement garder un extraordinaire souvenir de cette rencontre. On lui souhaite, du moins, mais ça fait un excellent divertissement pour ce soir. Ça a fait réagir sur notre messagerie texte à la station. Christian, merci d'avoir fait exception et de nous avoir parlé de ça. C'était comme notre dessert, là. Ça nous manquait de sucrer la semaine dernière. Ça commence bien le week-end, je te le dis. Bon, parfait. Alors, profites-en, puis on se reparle vendredi prochain. À vendredi prochain. Merci à toi. Ça marche. Ciao. Bye.